Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. La demeure Noidanobi se dressait tel un monument à la tristesse silencieuse, perché dans un coin immaculé d'Iqua, à Lagos. C'était le genre de maison trop parfaite pour être habitée, avec ses panneaux de verre, ses fontaines en pierre et un silence étrange qui s'accrochait aux murs de marbre comme un brouillard invisible. Derrière ces murs, le milliardaire Tob Noidanobi, spécialiste des technologies mobiles, menait une existence obscure avec son fils de 7 ans, Chikamso, ou Kamsi comme on l'appelait affectueusement. Tob n'avait pas souri depuis des années. Depuis l'incendie qui avait emporté sa femme et failli emporter Kamsi, il s'était plongé dans le travail et l'isolement, laissant sa maison tourner en pilote automatique sous la direction rigoureuse de Madame Ajob Martins. Les compagnons allaient et venaient comme des bougies vacillantes. Aucun ne restait assez longtemps pour comprendre le garçon qui ne parlait jamais, qui hurlait à des sons que personne d'autre n'entendait, qui devait manger dans la même assiette verte tous les jours sous peine de sombrer dans la dépression. Alors, quand Amarachi Okek arriva, une jeune fille mince, à la peau sombre, d'une vingtaine d'années, aux yeux écarquillés et à l'humilité innée, personne ne s'attendait à ce qu'elle tienne plus d'une semaine. Tob la remarqua à peine. Une nouvelle tentative. Un autre espace réservé. Une autre erreur qui attendait. Amarachi n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas seulement sa taille ou son éclat, c'était le silence qui la glaçait. Sa chambre était propre, l'uniforme impeccable, mais elle était rongée par les avertissements murmurés et les regards critiques. Madame Martins ne lui expliqua guère quoi que ce soit, si ce n'est lui montrer la buanderie et lui donner une liste de tâches. Ne t'approche pas trop du garçon, l'avertit-elle sèchement. Il n'aime pas les nouveaux visages. Et il n'aime surtout pas le bruit. Mais Amarachi n'était pas là pour semer le trouble. Elle avait sollicité ce poste par l'intermédiaire d'un oncle éloigné qui connaissait quelqu'un de l'équipe. Son père se remettait encore d'un AVC à Enugu, et ses jeunes frères et sœurs devaient payer les frais de scolarité. Elle sourit donc en croisant le garçon dans l'escalier, même s'il ne la regardait pas. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son regard fixé sur un cube qu'il serrait comme un trésor. Il ne parlait pas, ne bronchait pas, passait devant elle comme si elle était un meuble. Cette nuit-là, elle pria doucement dans sa chambre, « Mon Dieu, je ne sais pas ce qui ne va pas avec cet enfant. Mais aidez-moi à ne pas aggraver les choses. » À la fin de la première semaine, Amarachi était épuisé et désorienté. Toutes ses tentatives d'interaction avec Kamsi se soldaient par un échec. Il ne répondait pas aux salutations. Il refusait de manger si elle lui apportait son repas, jetant le plateau par terre et se balançant sur le canapé, dos à elle. Un jour, elle éteignit accidentellement la télévision pendant qu'il était en train de regarder, et la colère qui s'ensuivit secoua la maison, cris, coups de pied, larmes incessantes. Madame Martin la gronda violemment, comme si elle avait commis un crime. « Vous voyez ? Je vous avais prévenu. Vous pensez que ce ne sont que des tâches ménagères. Ce garçon n'a pas besoin de votre compassion. Il a besoin d'encadrement. » Amarachi s'excusa à plusieurs reprises, mais intérieurement, elle commença à se demander à quoi elle s'était engagée. Personne n'expliquait son état. Personne ne semblait avoir la patience d'essayer. Même le père du garçon, Tob, sortait à peine de son bureau. Elle l'apercevait par bribes, grand, maussade, vêtu de cafetan coûteux, toujours souriant, toujours au travail. Il ne lui adressait jamais plus qu'un signe de tête. Pour lui, elle n'était qu'une simple servante parmi tant d'autres remplaçantes ratées. Pourtant, même dans le chaos, Amarachi remarquait des choses que personne d'autre ne semblait remarquer. Kamsi s'asseyait toujours au même endroit, au fond du canapé. Il fixait sans cesse le même dessin animé, Bino et Fino. Quand le volume était trop fort, il se bouchait les oreilles et gémissait. Quand il était trop bas, il devenait agité et nerveux. Il alignait ses blocs en une ligne parfaite, jaune, rouge, vert, bleu, et fondait si l'ordre était perturbé. La nuit, il ne dormait pas à moins que quelqu'un ne ferme la porte du couloir à 22 heures précises. Amarachi commença à observer ses schémas et s'y adapta doucement. Elle commença à placer sa nourriture près de la table basse, et non du coin repas. Elle lui tendit sa cuillère de la main gauche, comme il semblait le préférer. Elle se mit même à fredonner doucement un air en passant, un air que sa grand-mère chantait au crépuscule. Kamsi ne la salua pas, mais il ne cria pas non plus lorsqu'elle entra dans la pièce. C'était un progrès, pensa-t-elle. Et le progrès,
dans une maison comme celle-ci, tenait du miracle. Amarashi traitait la maison comme un puzzle, et Kamsi en était la pièce la plus délicate. Tandis que les autres continuaient leurs activités, Madame Martens avec ses commandes, le cuisinier avec ses repas habituels, les femmes de ménage époussetant les meubles qui semblaient inutilisés, Amarashi observait. Elle comprit que Kamsi n'aimait pas les mouvements brusques. Il ne réagissait pas aux voix fortes. Il ne regardait jamais les gens dans les yeux, mais il remarquait toujours les choses. Un jour, lorsque l'ampoule a clignoté, il s'est figé et n'a pas bougé jusqu'à ce qu'elle soit remplacée. Quand le jardinier taillait les hibiscus dehors, il collait son visage à la fenêtre en fredonnant doucement, comme si ce bruissement l'apaisait. Ce n'étaient pas des comportements à craindre, c'étaient des habitudes. Amarashi commença à effectuer ses tâches autour de lui. Elle ne balayait qu'après qu'il eut mangé. Elle ne touchait jamais à ses jouets. Elle le laissait entrer dans la cuisine et la regardait cuisiner, même s'il ne disait rien. Le personnel se moquait d'elle dans son dos, la traitant de thérapeute du village. Elle s'en fichait. Elle commençait à le comprendre d'une manière indescriptible. Ce fut un jeudi après-midi tranquille que quelque chose changea. Kamsi avait été particulièrement calme ce jour-là, recroquevillée avec ses cubes dans le salon pendant qu'Amarashi époussetait le meuble télé. Elle prit un risque. Elle s'assit sur le tapis, près d'elle, mais pas trop. Puis elle prit un des blocs inutilisés à côté d'elle et commença à copier son modèle. Jaune, rouge, vert, bleu. Lentement. Elle ne le regarda pas directement, ne parla pas, se contenta de jouer. Kamsi marqua une pause. Il ne cria pas. Au lieu de cela, il tendit la main, lui tendit un bloc bleu manquant et reprit son mouvement. Le cœur d'Amarashi battait la chamade. C'était la première fois qu'il reconnaissait son existence. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas réagi de manière excessive. Elle a simplement continué à empiler en silence. Et dans ce moment de silence, une chose inexprimée passa entre eux, la confiance. Fragile, mais réelle. Un pont commença à se former, fait de couleurs primaires et de patience. Il était un peu plus de 16 heures lorsque Tob Modanobi entra dans son salon et se figea. Le spectacle qui s'offrait à lui le fit douter de la réalité. Sur le doux tapis persan était allongé son fils, Kamsi, à plat ventre, riant. Des rires. C'était un son que Tob n'avait pas entendu depuis des années, pas depuis l'incendie. En face de lui se tenait Amarashi, accroupi, les mains sur le visage, murmurant « Pekka », puis découvrant ses yeux, « Bouh ». Et Kamsi rit de nouveau, se tenant les côtes et se balançant légèrement, comme si la joie était trop forte pour son petit corps. Tob se tenait sur le seuil, muet. Son fils, qui évitait les thérapeutes, qui reculait au contact des nounous et ne prenait même pas son propre père dans ses bras, riait. Avec une bonne. Une jeune fille sans diplôme, sans formation, sans expérience en thérapie. Juste pour jouer. Un jeu pur et simple. Amarashi remarqua son observation. Elle se raidit légèrement, incertaine d'avoir franchi une limite. Mais Kamsi attrapa son écharpe et tira doucement dessus, riant à nouveau. Tob se détourna et sortit. Sa gorge se serra, son esprit incapable d'assimiler la scène. Quelque chose avait changé. Et il ne savait pas trop quoi en penser. Le personnel en fut informé avant la fin de l'heure. Il a ri. Il a joué. Avec elle. Le manoir bourdonnait de rumeurs. Certains pensaient à de la sorcellerie. D'autres à un coup de chance. Mais Amarashi ne dit rien. Le lendemain, elle continua son travail comme si de rien n'était. Elle ne se vanta pas. Elle ne s'est pas vantée. Mais Tob l'a remarqué. Il a visionné les images de vidéosurveillance ce soir-là et a repassé l'instant en boucle. Son fils, riant. Heureux. Juste un garçon, pas un diagnostic. Tob hésitait entre remercier Amarashi et avoir peur. Était-il devenu trop dépendant de quelqu'un qu'il connaissait à peine? Et si elle partait comme les autres? Ou pire, et si ce calme fragile était passager? Pourtant, une petite voix dans son cœur, longtemps ignorée, lui demandait autre chose. Et si c'était réel? Et si, enfin, Kamsi s'éveillait à nouveau au monde? Madame Martens ne pouvait contenir ses soupçons. Elle avait vu les images elle-même. Cela n'avait aucun sens. Comment une villageoise sans éducation pouvait-elle faire ce que des professionnels qualifiés ne pouvaient pas faire? Elle joue des tours, murmura-t-elle à l'une des autres servantes.
Je ne lui fais pas confiance. Il y a quelque chose d'anormal dans tout ça. Les ragots ont vite tourné au ressentiment. Amarachi devint la cible silencieuse de regards en coin, de remarques sarcastiques et d'un sentiment d'isolement. Elle remarqua le changement, mais ne réagit pas. Elle resta concentrée sur Kamsi, qui la suivit désormais silencieusement lorsqu'elle se dirigea vers la cuisine. Il ne parlait toujours pas, mais ses crises de colère s'étaient atténuées. Il fredonnait davantage, s'asseyait plus près d'elle, lui tendait des blocs ou des crayons sans qu'on le lui demande. Même la cuisinière remarqua qu'il mangeait mieux quand Amarachi apportait le plateau. Mais Madame Martens resta impassible. Elle prévint Tob de surveiller la fille. Nous ne la connaissons pas. Ses origines sont obscures. Et si elle manipulait le garçon pour attirer son attention? Tob hocha la tête, mais ne répondit pas. Au fond, il était aux prises avec des émotions qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Était-ce de l'espoir? Était-ce de la peur? Chaque jour, il regardait Amarachi interagir avec son fils, et sa carapace se brisait un peu plus. Il se retrouvait à s'attarder plus longtemps dans son coin. Amarachi ne se produisait jamais devant un public. Sa gentillesse envers Kamsi était constante, calme et naturelle. Un jour, elle s'assit à côté du garçon et se mit à chanter doucement une berceuse en hibou. Kamsi vacilla, puis s'appuya contre elle. Tob sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il ne voyait pas seulement quelqu'un prendre soin de son fils, il voyait quelqu'un le comprendre. Non pas comme une maladie, mais comme un enfant. Le lendemain matin, Tob convoqua Amarachi dans son bureau privé. La pièce était emplie d'un luxe discret, avec des étagères en acajou, d'élégants écrans Apple et le doux tic-tac d'une horloge murale ancienne, mais elle était émotionnellement froide. Amarachi se tenait nerveusement à la porte, les mains jointes, se demandant si elle avait dépassé les bornes en jouant avec Kamsi la veille. Tob, assis derrière son bureau, vêtu d'un cafetan bleu marine, leva les yeux de son écran. Sa voix, grave et égale, brisa le silence. « Comment l'as-tu fait rire ?» Amarachi hésita avant de répondre, son regard cherchant son jugement. « Je n'ai pas essayé de le faire rire, monsieur. J'ai juste rejoint son monde. » Elle m'a expliqué, doucement mais clairement, comment son jeune cousin avait cessé de parler après une blessure à la tête, et comment tous les adultes essayaient de le guérir par des réprimandes et des prières. Amarachi avait simplement joué avec lui, sans pression, sans attente. Au bout d'un moment, il s'est mis à fredonner. Puis à rire. Puis les mots sont venus, dit-elle. Tob s'est adossé, pensif. Il avait engagé des spécialistes, fait venir des orthophonistes, installé une salle sensorielle, mais rien n'avait fonctionné. Et pourtant, une fille sans diplôme accomplissait ce que des millions de Nera n'avaient pas accompli. Elle n'avait pas de réponse, juste une présence. Une présence authentique et chaleureuse. Et pour la première fois depuis des années, Tob eut l'impression d'assister à quelque chose d'authentique. Alors qu'Amarachi se retournait pour partir, la voix de Tob l'arrêta. « Tu n'es pas entraîné à ça. Ce que vous faites ne vous fait pas peur ?» Elle se retourna lentement, le regard fixe. « Tout me fait peur, monsieur. Mais je ne peux pas faire semblant de m'en ficher. » Ces paroles le frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Tob avait érigé des pare-feux, non seulement dans son empire informatique, mais aussi autour de ses émotions. Depuis la nuit de l'incendie, il n'avait laissé personne entrer, pas même Kamsi. Il payait des gens pour l'aimer, pour prendre soin de lui, pour être auprès de son fils, afin de ne pas avoir à souffrir de le voir sombrer dans le silence. Mais Amarachi, cette fille modeste du village, se tenait devant lui comme un miroir, révélant le vide qu'il avait tenté d'enfouir sous la richesse et le travail. Il la congédia d'un hochement de tête discret, mais longtemps après son départ, ses paroles résonnèrent dans son esprit. Peut-être que Kamsi n'avait pas besoin d'expertise. Peut-être avait-il besoin de quelque chose d'aussi simple et terrifiant que l'amour. À la fin de la 2e semaine, Amarachi était devenu, sans le savoir, à la fois un phare et un aimant à amertume au sein du manoir. Son lien avec Kamsi n'était plus subtil, il était visible. Le garçon attendait désormais près de la porte de la cuisine lorsqu'elle était en retard pour le petit déjeuner, tapotant légèrement sur le cadre. Il s'asseyait à côté d'elle sur le canapé pendant qu'elle pliait le linge, attrapant parfois un coin de tissu juste pour en sentir la texture avec elle. Le personnel s'en aperçut, tout comme la directrice de la maison. Madame Martens, qui avait maintenu la maison sous contrôle grâce à une discipline stricte et une désapprobation silencieuse,
sentit quelque chose lui échapper. Des murmures commencèrent à s'élever dans les couloirs. Elle se comporte comme une dame. Avez-vous vu comment Oga l'observait au dîner hier? La jeune servante, Nkechi, a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Amarashi utilisait des charmes du village. L'atmosphère s'est épaissie, l'agressivité passive régnait, les horloges n'étaient pas réglées, les plateaux étaient mal placés, son déjeuner avait mystérieusement disparu du réfrigérateur. Amarashi supportait tout cela en silence, son seul refuge étant l'affection grandissante de Campsi. Tob entendait des bribes de rumeurs, mais choisit de les ignorer. Il en constata le résultat, le garçon était plus calme, dormait mieux et manifestait même de la curiosité. Mais cela n'empêcha pas l'oncle Pascal de semer la zizanie. Lors d'une visite dominicale, il dit avec un sourire narquois, « Votre salle des professeurs semble faire office de centre de soins ces temps-ci. » Devant le silence de Tob, Pascal ajouta, « Fais attention à toi, mon frère. Ces villageois ont le don de vous harceler. Et de vous appâter. » Tob a ignoré l'avertissement, mais ce soir-là, il a de nouveau observé Amarashi et Campsi sur la vidéosurveillance. Ils jouaient aux cartes avec des animaux. Campsi émit un son, comme un bêlement bref et haletant, désignant un mouton. Amarashi applaudit avec enthousiasme, mais n'insista pas. Elle a simplement reproduit le son. Tob a rembobiné la séquence et l'a rejouée. C'était la chose la plus proche d'une parole qu'il avait entendue de la bouche de son fils depuis des années. Et cela ne venait pas d'un thérapeute. Cela venait d'une domestique accusée de sorcellerie. Il secoua lentement la tête, soudain conscient que quelque chose de sacré se tramait chez lui, et que le plus grand danger n'était pas les forces extérieures, mais les gens à l'intérieur qui ne le comprenaient pas. Amarashi remarqua que Campsi fixait souvent ses mains pendant qu'elle travaillait, surtout lorsqu'elle griffonnait des listes de courses. Un après-midi, elle s'assit à côté de lui et lui tendit un bloc-notes vierge avec des crayons de couleur. Au début, il se contenta de toucher le papier et de renifler les crayons, les inspectant comme des trésors rares. Elle ne le pressa pas. Elle commença simplement à esquisser une bagarre et un bonhomme allumette. Lorsqu'elle lui fit glisser le bloc-notes, il prit un crayon bleu et se mit à tracer des lignes nettes et répétitives, d'abord chaotiques, puis étrangement délibérées. Au cours des jours suivants, il commença à dessiner plus fréquemment. Pas de mots, pas de structure, juste des images. Mais un matin, Amarashi trouva une page coincée sous son oreiller. On y voyait une femme entourée de gribouillis orange vif et un garçon debout au loin, les bras tendus. Elle le fixa longuement. Quelque chose dans ces lignes couleur feu la mettait mal à l'aise. Ce soir-là, elle montra discrètement le croquis à Tob. Son visage se figea, ses couleurs s'évaporant. « C'est elle », dit-il d'une voix rauque. Amarashi n'eut pas besoin de demander qui. Le chagrin dans ses yeux le lui indiqua. C'était sa défunte épouse, la mère de Campsi. Tob a admis qu'il ignorait dans quelle mesure Campsi se souvenait de l'incendie, ou même s'il s'en souvenait. Mais ce dessin confirmait que le traumatisme ne l'avait jamais quitté. Il était simplement resté muet. Pour Tob, cette prise de conscience fut à la fois déchirante et révélatrice. Son fils n'était pas perdu. Il attendait. Il attendait que quelqu'un l'aide à s'exprimer par des images, des émotions, des gestes, tout sauf des mots. Tob restait assis en silence, les yeux fixés sur le croquis. Amarashi était assis à côté de lui, sans rien dire. Parce que parfois, le silence était le seul moyen de contenir la douleur. Cette nuit-là, Tob n'arrivait pas à dormir. Le dessin avait réveillé quelque chose de latent en lui, quelque chose de douloureux, d'enfoui et d'aigu. L'incendie avait été rapide et violent. Il avait pris alors qu'ils étaient seuls, Campsi étant à l'étage. Ils avaient tenté de s'échapper, mais Campsi s'était caché sous le lit, terrifié. Uju retourna le chercher, et les flammes les engloutirent tous les deux avant l'arrivée des secours. Campsi fut sorti inconscient par un voisin. On ne revit plus jamais Uju. Tob se blâmait. Il blâmait la distance. Il blâmait la vie qui le forçait à courir après les délais alors que sa famille brûlait. Aucune séance de thérapie n'avait pu effacer la culpabilité qui pesait sur lui. Aucune somme d'argent ne pouvait effacer le passé. Avant qu'Amarashi n'entre dans leur vie, il n'avait pas réalisé à quel point il était émotionnellement mort. À présent, en regardant son fils esquisser des souvenirs dont il n'avait jamais parlé, Tob sentit son propre silence se fissurer. Le lendemain matin, il appela Amarashi dans le jardin, non pas en tant qu'employeur, mais en tant qu'homme en deuil. Il lui raconta tout.
Sa voix se brisa à mi-voix et, pour la première fois, elle vit en lui une vulnérabilité qui le rendait humain. Elle l'écouta sans l'interrompre, le regard empli de quelque chose de plus profond que la pitié ou l'empathie. « Je ne pense pas que Campsie te blâme, dit-elle doucement. Mais il se souvient. Il se souvient de l'amour. Et de la perte. Il ne savait tout simplement pas comment le dire. Cette phrase flottait entre eux comme un brouillard. Amarachi ne proposait aucune solution. Elle posa doucement sa main sur la sienne et laissa le silence parler pour eux deux. Tob comprit alors que la guérison ne commençait pas par des réponses. Elle commençait par la reconnaissance. Après avoir vécu son deuil suffisamment longtemps pour en ressentir les effets et avoir suffisamment confiance en quelqu'un pour ne pas s'en détourner, Amarachi a commencé à créer un outil qui allait tout changer, un tableau des émotions. À partir des croquis et des préférences de Campsie en matière de couleurs, elle a créé des cartes plastifiées représentant différentes expressions faciales, joie, colère, tristesse, peur, confusion. Elle a appris à Campsie à pointer du doigt ses sentiments chaque matin avant le petit déjeuner. Ce ne fut pas immédiat, mais au fil des jours, le garçon commença à privilégier la joie à la confusion. Un jour, il choisit la tristesse et s'assit à côté d'elle sans explication. Elle le serra simplement dans ses bras. C'est devenu leur routine, un point de contact non verbal, une façon de laisser libre cours à leurs émotions sans pression. Les autres membres du personnel levaient les yeux au ciel, mais Amarachi constatait des changements que personne d'autre ne remarquait. Moins de crises, plus de contact visuel et, miraculeusement, plus de rire. Tob observait tout cela se dérouler comme quelqu'un qui assiste au printemps après un hiver rigoureux. Il n'était pas encore pleinement présent, les vieilles habitudes ont la vie dure, mais il était plus doux, plus impliqué. Il commença à laisser la porte de son bureau ouverte. Il les rejoignait de temps en temps pour les repas. Un soir, il demanda même à Campsie s'il voulait jouer au cube. Campsie ne répondit pas, mais tendit une pièce jaune à son père. Ce petit geste, minuscule pour un œil non averti, était monumental. Il disait « Je te vois. Je t'accepte ». Et pour Tob, c'était la première fois depuis des années qu'il se sentait père, et non pas raté. Tout cela parce qu'une villageoise avait choisi la patience plutôt que l'orgueil, le jeu plutôt que le professionnalisme, la présence plutôt que la pitié. Oncle Pascal arriva sans prévenir par un samedi matin humide, entrant à grands pas dans la demeure des Noix de Nobby comme s'il était chez lui. Il arborait son assurance habituelle et son parfum de marque, mais sa présence sème toujours la tension dans la maison. Tob l'accueillit avec son détachement émotionnel habituel, mais Pascal ne perdit pas de temps. « Tu as perdu la tête » dit-il sans détour, regardant autour de lui comme si les murs eux-mêmes s'effondraient. « Tu laisses une domestique élever ton fils comme une expérience émotionnelle ?» Il se pencha en avant. « Tob, Campsie a besoin d'encadrement, de professionnels, d'une intervention clinique. Pas une fille qui pense que jouer au cube est une thérapie. » Tob resta calme, mais sa mâchoire se crispa. Pascal continua, l'exhortant à inscrire Campsie dans un établissement d'accueil pour autistes d'élite en Afrique du Sud. Il n'y a pas de honte à admettre qu'on ne peut pas gérer ça. Laissons les vrais experts prendre le relais, ajouta Pascal, comme si la parentalité était un argument de vente. Tob prit enfin la parole, d'une voix basse et posée. J'ai passé des années à payer de vrais experts, Pascal. Aucun d'eux ne le faisait sourire, et encore moins jouer. Amarachi, lui, y parvenait. Pascal se moqua, accusant Tob d'être aveuglé par le désespoir, ou pire, par l'attirance. Tob ne répondit pas à ce commentaire. Il mit simplement fin à la conversation, demandant à son frère de respecter la décision qu'il avait prise. Ce soir-là, Amarachi remarqua que Tob semblait plus distrait que d'habitude. Lorsqu'elle lui demanda gentiment si tout allait bien, il hésita, puis répondit que famille n'était pas toujours synonyme de soutien. Elle comprenait. Dans son monde, famille signifiait aussi obligation, pression et culpabilité. Mais dans cette maison, ce foyer fragile, il créait quelque chose de différent. Quelque chose fondé non pas sur la peur, mais sur la confiance. Tob réalisa qu'Amarachi était peut-être la première personne depuis des années à ne pas essayer de le contrôler. Elle essayait simplement d'aider. Et cela rendait sa présence précieuse, non seulement pour Campsie, mais aussi pour lui. La semaine suivante, Amarachi demanda à Tob si elle pouvait visiter une école spécialisée dont un voisin lui avait parlé. Tob, curieux et respectueux de son initiative, accepta et demanda à un chauffeur de la conduire. L'école était modeste, nichée dans un coin tranquille d'une caja,
est gérée par un orthophoniste à la retraite et un groupe de jeunes bénévoles passionnés. Amarachi passa la journée entière à observer leur méthode, utilisant des plannings visuels, des coins détente et un apprentissage ludique. Elle a vu des enfants qui reflétaient le silence, le balancement ou la sensibilité sensorielle de Campsi. Mais elle a aussi vu de la joie. Du progrès. La communication. Cela a allumé un feu dans son cœur. Elle a griffonné des notes dans un petit bloc-notes, collecté des brochures et posé des dizaines de questions. Le directeur de l'école, impressionné par sa sincérité, lui proposa même un mentorat informel si elle souhaitait en apprendre davantage. De retour chez elle, ses yeux brillaient de détermination. Elle présenta ses conclusions à Tob le soir même, autour d'un thé. On pourrait essayer ça à la maison. Ce sont des choses simples, des cartes d'émotions, des tableaux de routine, des bouteilles sensorielles, dit-elle en feuilletant ses notes. Tob écoutait attentivement. Pour la première fois, on ne lui demandait pas d'envoyer son fils ailleurs, mais on lui suggérait de construire quelque chose ici, quelque chose d'accessible, de vrai et de nigérian. Il approuva un modeste don à l'école et demanda à Amarachi de tester quelques idées chez eux. La maison, autrefois stérile et froide, commença à se transformer. Un coin des émotions a été aménagé dans la chambre de Campsi. Des jouets sensoriels ont été introduits et des tableaux visuels ont été ajoutés dans la cuisine. Et à la surprise générale, Campsi s'adapta plus vite que prévu. Le garçon qui autrefois hurlait au bruit de l'aspirateur portait désormais un casque anti-bruit et s'asseyait calmement, coloriant à côté d'Amarachi. Pour la première fois, Tob ne se sentait pas impuissant. Il avait l'impression de faire partie d'une véritable entité. La chaleur qui commençait à s'installer au sein de la famille Nwadanobi ne plaisait guère à Madame Martens. Elle observait l'influence grandissante d'Amarachi avec un mépris à peine dissimulé par des hochements de tête polis. Pour elle, il ne s'agissait plus de professionnalisme, mais de contrôle. La jeune fille perturbait les structures, bouleversait les routines, érodait l'autorité de M. Tobé, pire encore, la faisait se sentir obsolète, elle qui était la gérante de la maison depuis plus de 10 ans. Poussée par le ressentiment et la peur, elle a agi de manière radicale. Un après-midi, alors que la famille était sortie, elle a appelé les services sociaux de la gosse. D'une voix ferme, elle a signalé un cas de négligence et de violence psychologique potentielle de la part d'une domestique non qualifiée chargée de s'occuper d'un mineur handicapé. Elle n'a pas donné son nom, mais son ton était sec et répété. Elle a décrit le foyer comme inadapté à un enfant ayant des besoins particuliers et a conclu par une phrase glaçante, « Vous devriez peut-être aller voir ce garçon avant qu'il ne se passe quelque chose. » 3 jours plus tard, un SUV noir est arrivé à la résidence Nwadanobi avec 2 assistantes sociales et un psychologue pour enfants à l'air sévère. La visite était inopinée. Tob fut prise au dépourvu au milieu d'une conférence téléphonique, et Amarachi se figea en voyant leur badge. Tout le personnel bourdonnait de nervosité et de confusion. Madame Martens feignit l'ignorance et leur offrit un jus de fruits avec un sourire. L'inspection commença par des questions sur les soins prodigués à Campsi, les qualifications d'Amarachi et les protocoles de sécurité de la maison. Sentant la tension inhabituelle, Campsi se mit à faire les 100 pas et à agiter les mains, bouleversé par cette perturbation. L'un des inspecteurs tenta de le convaincre de parler, mais cela ne fit qu'accroître son anxiété. Amarachi s'agenouilla près de lui, murmurant son nom en fredonnant doucement. Puis, alors que la pièce basculait dans le chaos, Campsi fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Au cœur de cette tempête, les travailleurs sociaux lançaient des questions, Campsi tremblait de panique, le personnel était figé dans un coin, Amarachi resta impassible. Elle tira doucement Campsi dans un coin de la pièce, attrapa la balle sensorielle familière aux plumes rouges et commença leur jeu habituel, rebondir, compter, sourire. Un rebond. 2. 3. À la 5e, Campsi l'observait. À la 8e, ses battements d'ailes cessèrent. Puis, sans un bruit, il se jeta dans les bras d'Amarachi et la serra fort contre lui. C'était une étreinte douce, presque timide, mais réelle. Sa joue reposait sur son épaule. Son corps se détendit. Un silence de mort s'abattit sur la salle. L'une des assistantes sociales, une femme âgée qui avait vu des centaines d'enfants, posa son bloc-notes et murmura simplement « Waouh ». L'équipe termina son inspection avec plus de chaleur, posant des questions à Amarachi sur les outils qu'elle utilisait, son parcours et sa gestion du stress. Tob, qui s'était précipité après avoir raccroché brusquement, se tenait à ses côtés, protecteur. Il ne se contentait plus de défendre une femme de ménage. Il défendait une bouée de sauvetage.
Après le départ de l'équipe, l'un d'eux a remis une carte à Amarashi. Si tu veux officialiser ta formation, dit-elle, appelle ce numéro. Cette nuit-là, Kamsi dormit plus paisiblement qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Tob la convoqua de nouveau dans son bureau, cette fois non pas pour la questionner, mais pour la remercier. Tu l'as sauvée aujourd'hui, dit-il, la voix chargée d'émotion. Amarashi secoua la tête. Non, monsieur. Il m'a sauvé. J'ai simplement écouté. Pour Tob, ce moment a cristallisé ce qu'il refusait d'admettre, Amarashi n'était pas seulement une bénédiction pour Kamsi. Elle était une force de guérison pour eux deux. Personne ne s'attendait à ce qu'un membre du personnel ait enregistré une courte vidéo pendant l'inspection, une vidéo tremblante de Kamsi serrant Amarashi dans ses bras au milieu du chaos. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, où elle a explosé. En moins de 24 heures, elle a été vue plus de 500 000 fois. La légende disait, voici comment atteindre un enfant autiste, par l'amour, et non par la peur. Des Nigérians du monde entier ont inondé les commentaires d'éloges, de questions et d'histoires touchantes. Certains ont demandé à savoir qui était ce garçon. D'autres ont qualifié Amarashi d'ange. Mais le lendemain soir, quelqu'un avait identifié Tob Nwadanobi. Un célèbre blogueur spécialisé dans les nouvelles technologies a publié un article, le fils du milliardaire Tob Nwadanobi fait une rare apparition publique dans une vidéo devenue virale. La presse commença à l'entourer, à appeler son entreprise, à lui envoyer des courriels et même à surveiller les portes du domaine. Ce qui avait commencé comme un beau moment était devenu un spectacle public. Tob était furieux de cette atteinte à sa vie privée. Il a renforcé la sécurité, publié des déclarations par l'intermédiaire de son attaché de presse et menacé de poursuites judiciaires contre le blog. Mais il n'a pas pu enrayer la propagation du virus. La vidéo était partout, des groupes WhatsApp aux journaux télévisés du matin. Certains le félicitèrent d'avoir permis à une domestique de faire une telle différence. D'autres, plus cyniques, suggérèrent qu'il s'agissait d'un coup de pub. Amarashi était bouleversée, voire effrayée. Elle n'avait pas cherché la gloire, elle voulait juste aider. Tob la rassura, tu n'avais rien fait de mal. Au contraire, cela pourrait faire plus de bien que de mal. Ce soir-là, tandis que Kamsi jouait avec ses cubes, Amarashi l'observait de l'autre côté de la pièce. Elle se fichait des blogs et des caméras. Tout ce qu'elle voyait, c'était un enfant qui devenait peu à peu complet, et si le monde voulait le voir, il le ferait selon ses conditions, pas les siennes. La vidéo virale ayant suscité plus d'intérêt que prévu, une blogueuse lifestyle s'est mise à la recherche d'informations sur la femme au cœur de l'histoire. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une photo fasse surface, un vieux portrait d'Amarashi en tenue d'infirmière, accompagné d'un titre « Héroïne Med était autrefois étudiante en soins infirmiers, pourquoi a-t-elle abandonné ?» Au matin, son téléphone vibrait sans arrêt de messages d'inconnus, de journalistes et d'anciens camarades de classe. Amarashi était assise au bord de son lit, les yeux rivés sur l'écran. Ses mains tremblaient, non pas de fierté, mais de honte. Elle avait essayé de laisser cette partie de sa vie derrière elle. Elle ne voulait pas que quiconque, et surtout pas Tob, sache qu'elle n'avait pas terminé ses études. Lorsqu'il entra dans la cuisine plus tard dans la journée et la trouva en train de faire la vaisselle tranquillement, les yeux humides, il lui demanda doucement « Veux-tu en parler ?» Elle hésita, puis acquiesça. Ils s'assirent dans le jardin, où l'air était calme, et Amarashi lui raconta tout. Son père avait eu un AVC pendant sa 2e année. Sa mère étant partie depuis longtemps et ses frères et sœurs encore scolarisés, le fardeau lui est tombé dessus. Elle a abandonné ses études et s'est mise à faire des ménages à Enugu. La gosse était censée être un nouveau départ, un départ sans jugement. Tob écouta sans l'interrompre. À la fin, elle s'attendait à la déception, s'attendant à ce qu'il remette en question son honnêteté ou son professionnalisme. Mais Tob répondit simplement, « Tu n'as pas à avoir honte. » Sa voix était ferme, presque chaleureuse. Tu as fait ce que tu devais faire pour ta famille. C'est ça, la force, pas l'échec. Ces paroles firent vibrer quelque chose en elle. Pour la première fois depuis son arrivée à Lagos, Amarashi se laissa aller à pleurer, non pas de peur ou d'épuisement, mais de soulagement. Tob ne la voyait pas comme un cas de charité ou un miracle viral. Il la considérait comme humaine. Cette révélation n'a pas changé sa relation avec Kamsi, mais elle a changé quelque chose entre elle et Tob. Il a commencé à la traiter moins comme une employée et plus comme une partenaire, l'invitant à participer aux décisions concernant les soins de Kamsi, lui demandant son avis lors des rencontres avec les thérapeutes, et se confiant même au sujet de son entreprise. Amarashi,
autrefois silencieuse dans les couloirs du manoir, se sentait désormais comme si elle avait sa place, non seulement dans la maison, mais aussi dans les cœurs. Tob avait toujours été un homme réservé, soignant soigneusement l'image qu'il projetait au monde. Aussi, lorsqu'il proposa de visiter le village d'Amarashi avec elle et Kansi, la maisonnée fut stupéfaite. Ce n'était ni pour les affaires ni pour l'image. C'était personnel. Amarashi tenta de le dissuader, inquiète des ragots, de l'attention que cela attirerait sur sa famille et de l'interprétation que ses voisins feraient d'une visite aussi médiatisée. Mais Tob insista. Il devrait voir à quoi ressemble un héros, dit-il simplement. Alors, par un week-end tranquille, ils se rendirent à Enugu. Les routes de terre rouge et les huttes dispersées semblaient un autre monde à Kansi, qui s'accrocha d'abord fermement à Amarashi. Mais tandis que le bruit des chèvres, les tambours lointains et les salutations chaleureuses emplissaient l'air, il se détendit lentement, observant avec curiosité les enfants pieds nus se poursuivant dans la propriété. Le père d'Amarashi pleurait à chaudes larmes en voyant sa fille en meilleure santé et plus heureuse que dans ses derniers souvenirs. Ses frères et sœurs rayonnaient de fierté, et le pasteur du village priait pour l'homme qui avait aidé une enfant à se retrouver. Pour Tob, cette visite fut une leçon d'humilité. Il était habitué aux salles de réunion raffinées et aux environnements contrôlés. Mais ici, dans la petite propriété au toit de tôle d'Amarashi, il découvrit une autre forme de richesse, de communauté, de chaleur et de force enracinée. Il remarqua la façon dont les villageois considéraient Amarashi, non pas comme une servante, mais comme une lumière qui ne se laissait jamais définir par la pauvreté. Lors d'un petit repas sous le manguier, le père d'Amarashi prit Tob à part. Sa voix était rauque, mais sincère. « Ma fille a toujours eu un don de guérison. Vous avez eu de la chance de la trouver. Mais ne la gardez pas enfermée dans votre grande maison. Laissez-la voler. » Cette nuit-là, de retour dans leur petite maison d'hôte, Tob resta éveillé à côté d'un Kansi endormi, repensant à ces mots. Peut-être qu'Amarashi n'avait pas sa place dans l'ombre de son manoir. Peut-être était-elle à sa place dans un endroit où son don pouvait toucher davantage de vie. Mais d'abord, il devait lui donner le choix et la liberté de rêver à nouveau. Le lendemain matin, au cours d'un petit déjeuner tranquille sur le balcon du lodge, Tob offrit à Amarashi une chose qu'elle n'avait pas osé imaginer depuis des années, la possibilité de retourner à l'école. « Je m'occupe de tout, frais de scolarité, livres, logement, si tu es prête, dit-il, les yeux rivés sur les siens. Sans engagement. Amarashi resta stupéfaite. Pendant un instant, elle resta muette. Tant d'émotions la submergeaient, gratitude, peur, culpabilité. Son premier réflexe fut de refuser. Mais qu'en est-il de Kansi? Il s'améliore de plus en plus. Et si je partais et qu'il s'arrêtait à nouveau? Tob secoua doucement la tête. Il s'améliore parce que vous lui avez montré comment créer des liens. Mais il ne cessera pas de grandir simplement parce que vous suivez votre chemin. Au contraire, cela pourrait même l'inciter à persévérer. Amarashi fixait ses mains, bouleversé par cette gentillesse, se demandant si elle lui était vraiment destinée. Personne n'avait jamais investi dans son avenir sans rien demander en retour. Plus tard dans la soirée, tandis que Kansi jouait avec une brindille et un bouchon de bouteille devant la propriété, Amarashi s'assit au clair de lune et pria. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait même pas pensé à retourner à l'école. Ses rêves avaient cédé la place à la survie. Mais maintenant, on lui offrait les deux. Elle ne répondit pas immédiatement à Tob. Elle demanda plutôt du temps pour parler à sa famille, réfléchir à l'idée et, surtout, réfléchir à la manière d'annoncer la nouvelle à Kansi. Elle ne voulait pas qu'il se sente abandonné. Cette nuit-là, elle raconta au garçon l'histoire d'un papillon qui vivait autrefois en cage et qui avait enfin pu voler. Kansi ne répondit pas, mais il lui serra la main plus fort que d'habitude. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'il comprenait. De retour à Lagos, la transition entre le possible et la réalité commença à se dessiner. Amarashi commença à rassembler ses documents, à contacter des écoles d'infirmières et à étudier les différentes options. Mais plus son départ se concrétisait, plus Kansi s'inquiétait. Ses habitudes ont commencé à s'effilocher. Il refusait d'utiliser son tableau des émotions, recommençait à frapper aux portes et se retirait des activités qu'il appréciait autrefois. Amarashi essayait de le réconforter en utilisant leurs jeux, leurs chansons et leurs rythmes familiers, mais les régressions se faisaient par vagues. Un soir, il déchira un de ses dessins, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Tob fut bouleversé par la tournure que prenait la situation. Il n'avait pas réalisé à quel point Kansi dépendait de la présence d'Amarashi,
non seulement pour son réconfort, mais aussi comme un ancrage dans le monde qui l'entourait. Un soir, Amarashi s'assit par terre à côté du garçon, les larmes aux yeux. « Je ne te quitte pas, Campsi. J'apprends juste davantage pour mieux t'aider. » Mais Campsi se détourna, se recroquevillant sur lui-même. Tob vit le bâtiment tendu et Amarashi et comprit qu'il fallait dire quelque chose. Alors, un soir, alors que Campsi s'était enfin endormi, il s'assit à côté d'elle dans le couloir et murmura « Moi aussi, j'ai peur. » Amarashi le regarda, surpris. « Toi ?» Il hocha la tête. « Je ne sais pas comment faire sans toi. » Pas seulement avec Campsi, mais toute sa vie. C'était la plus grande vulnérabilité qu'il ait jamais éprouvée avec elle. Ils restèrent assis en silence, les lumières du couloir projetant de douces ombres entre eux. Alors, ne le faisons pas seul, dit finalement Amarashi. Nous y allons étape par étape. Mais d'abord, je dois y aller. Même si ça fait mal. Tob hocha la tête. Il comprenait. Parfois, le plus dur en amour n'est pas de s'accrocher, mais de laisser l'autre vous dépasser. Le matin où Amarashi devait partir, le manoir était plus silencieux que jamais. Campsi refusait de descendre. Tob se tenait près de la petite valise d'Amarashi, la regardant nouer son foulard d'une main tremblante. Ni l'un ni l'autre ne parlaient beaucoup. Il n'y avait plus rien à dire qui n'ait déjà été dit. À l'arrivée du chauffeur, Amarashi demanda un dernier moment seul dans la chambre de Campsi. Elle s'assit près de son lit, déposa une photo de trois sur sa table de nuit et murmura « Je t'aime, ma petite étoile. Tu brilles même quand je suis loin. » Campsi ne répondit pas. Il ne pleura pas. Il la fixa simplement, silencieux et indéchiffrable. Cela lui fit plus mal que tout. Elle l'embrassa sur le front et sortit, sans oser se retourner. Parfois, la force consistait à ne pas attendre les adieux, mais à les traverser avec foi. Tob resta devant le portail longtemps après le départ de la voiture. Cette nuit-là, la maison semblait vide. Campsi ne toucha pas à ses cubes. Il ne dessinait pas. Il mangeait à peine. Tob avait tout essayé, mais rien ne parvenait à atteindre le garçon comme Amarashi l'avait fait. Le silence n'était plus seulement dans les murs, il était dans sa propre poitrine. Et pour la première fois, Tob prit rendez-vous pour une séance de thérapie. Il s'assit en face de la psychologue, le cœur battant, la voix tremblante, et dit à voix haute ce qu'il avait enfoui si longtemps, « J'ai peur que mon fils ne me pardonne jamais de l'avoir perdu, tout comme il n'a jamais pu pardonner à sa mère. » Le thérapeute resta silencieux au début, puis répondit doucement, « Ce n'est peut-être pas de pardon dont vous avez besoin, monsieur Noidanobi. Peut-être est-ce une permission de vous pardonner. » Et sur ces mots, Tob finit par craquer. Les semaines se sont transformées en mois. Amarashi s'est plongé dans ses études, se levant avant l'aube pour assister aux premiers cours et travaillant de nuit dans une petite clinique communautaire pour arrondir ses fins de mois, malgré le soutien de Tob. La vie s'écoulait à un rythme effréné, mais avec un sens profond, rythmé par les manuels, les travaux pratiques et la réflexion tranquille. Pourtant, quelque chose persistait, une douleur qu'elle essayait d'ignorer. Campsi lui manquait terriblement. L'absence de son doux fredonnement, de ses blocs sur le sol, de la façon dont ses doigts effleuraient le bord de son emballage lorsqu'il cherchait du réconfort. Tob et elle s'échangeaient de temps en temps des messages, brefs et professionnels, mais rien à voir avec la complicité qu'ils partageaient autrefois. Un après-midi pluvieux, de retour du campus trempé, Amarashi trouva un colis posé sur son lit hostile, enveloppé dans du papier craft, sans le nom de l'expéditeur. À l'intérieur, elle trouva une liasse de dessins en couleur nouée avec un ruban rouge. Ses mains tremblaient lorsqu'elle dénoua le nœud et vit la première image, un dessin d'elle et Campsi sous un grand arbre. Le garçon s'était dessiné lui tenant la main, son autre main étant liée à une silhouette plus grande, Tob. Tous trois souriaient. Un autre dessin représentait leur ancien jeu de construction, et un autre encore représentait un cœur entre deux bonhommes allumettes, intitulé « Toi et moi ». Elle ne put retenir ses larmes. Au bas de la page se trouvait un petit mot en lettres capitales, « Je continue à dessiner. Je n'ai pas oublié. Je t'aime. » C'était indéniablement Campsi. Ses colocataires la regardaient pleurer, incertaines de la douleur ou de la joie. Amarashi serra les dessins contre sa poitrine et murmura « Il va bien. » À cet instant, elle comprit que malgré la douleur du départ, quelque chose de beau avait pris racine et grandissait, même en son absence. 2 semaines plus tard, Amarashi a été invitée à intervenir lors d'un petit séminaire de sensibilisation à l'autisme à Surlier.
C'était un événement discret organisé par une ONG locale, et elle a d'abord hésité, ne se sentant pas experte. Mais ses professeurs l'ont encouragée, sachant que son expérience vécue apportait quelque chose d'inenseignable. Le jour de l'événement, debout derrière un petit podium, la voix tremblante, elle racontait son histoire, expliquant qu'elle ignorait tout de l'autisme à ses débuts, et comment elle avait appris par la patience, l'observation et l'amour. La foule était petite, mais émue. Alors qu'elle descendait de scène, une main se tendit du public, petite et familière. Elle haleta. Campsy se tenait là, légèrement plus grand, les mains tenant un autre dessin. Derrière lui se tenait Tob, qui l'observait avec un regard doux et éloquent. Amarachi tomba à genoux, les bras ouverts, et Campsy s'y jeta sans hésiter. Il ne pleura pas. Il ne parla pas. Mais il la serrait fort, comme s'il avait attendu des mois pour sentir à nouveau son cœur battre. Tob s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. Il insista pour que nous venions, dessina un plan du lieu et encercla même la date du jour sur le calendrier. Amarachi sourit à travers ses larmes. Il se souvenait? Tob hocha la tête. Tous les jours. Ils restèrent assis un long moment ensemble dans un coin de la salle, le bruit du monde s'estompant autour d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, il ne s'agissait plus de thérapie ni d'obligation, mais simplement d'être ensemble. Et dans ces simples retrouvailles, une promesse silencieuse s'était échangée, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de quelque chose de nouveau. Ces retrouvailles ont déclenché une conversation que ni Tob ni Amarachi n'avaient été prêts à aborder jusque-là. Quelle serait la suite? Assis sur le balcon de son auberge plus tard dans la semaine, Tob a partagé son rêve de créer une fondation au nom de Campsy, qui soutiendrait les familles à faible revenu élevant des enfants autistes à travers le Nigeria. Je n'arrêtais pas de penser à toutes ces familles qui ne rencontrent jamais quelqu'un comme vous, a-t-il dit, qui n'ont pas les moyens de payer les thérapeutes ou qui pensent que leur enfant est maudit parce que personne ne leur a jamais dit le contraire. Amarachi hocha lentement la tête. Cette idée lui fit battre le cœur, non pas par peur, mais par passion. Elle avait vu les lacunes de ses propres yeux, des parents honteux, des enfants cachés, des enseignants débordés et sous-formés. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas seulement de l'argent, mais aussi de sensibilisation, de compassion et d'outils pour les aider à construire des ponts là où le silence régnait autrefois. Ils ont décidé de baptiser leur projet la Fondation Campsy pour l'inclusion de l'autisme. Amarachi a travaillé avec ses professeurs pour concevoir un programme d'études adapté aux communautés rurales. Tob a financé la logistique, les bâtiments et embauché du personnel doté d'une expérience pratique et académique. Le premier centre pilote a été inauguré à Muchin 2 mois plus tard seulement. Les parents, autrefois désespérés, se réunissaient désormais chaque semaine pour apprendre, partager et grandir. Les enfants autrefois enfermés à la maison ont commencé à sourire, à montrer du doigt, à jouer. Les médias ont repris l'histoire, mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une vidéo virale, mais d'un impact. Amarachi, ancienne domestique, siégeait désormais aux réunions du conseil d'administration, dirigeant avec grâce et humilité. Elle n'avait rien prévu de tout cela, mais d'une manière ou d'une autre, chaque douleur endurée, chaque adieu, chaque nuit blanche, avait construit ce pont, et maintenant elle le traversait, non pas seule, mais accompagnée d'autres personnes. Le manoir d'Aqua ne ressemblait plus à un musée du deuil. Des croquis aux couleurs vives ornaient les murs du couloir. La salle sensorielle de Campsy était devenue un sanctuaire vibrant, coloré et paisible. Le personnel accueillait Amarachi avec respect, sans suspicion. Même Madame Martins, désormais semi-retraitée, lui adressa un matin un rare signe de tête approbateur en lui disant « Tu as bien travaillé, ma fille ». Tob a invité Amarachi à revenir, non pas pour l'aider, mais pour collaborer à l'éducation de Campsy et à la gestion de la fondation. Elle a accepté et s'est installée dans l'aile réservée aux invités, aujourd'hui transformée en petit bureau et bibliothèque. Campsy l'accueillait chaque matin en l'entraînant dans le jardin, où elles arrosaient les plantes ensemble et travaillaient sur des projets artistiques qui étaient ensuite présentés dans le bulletin mensuel de la fondation. Un matin, alors qu'elle se penchait pour ramasser un crayon renversé, Campsy la regarda et murmura « Maman ». Le mot était doux, hésitant, mais réel. Amarachi se figea. Ses yeux s'emplirent de larmes lorsqu'elle se tourna vers lui. « Que as-tu dit » Campsy désigna sa poitrine et répéta « Maman ». Tob, qui avait assisté à la scène depuis le couloir, ne l'interrompit pas. Il s'appuya simplement contre le chambranle de la porte, souriant, le cœur rempli. Cette nuit-là, Amarachi s'assit près du lit de Campsy et lui caressa les cheveux. « Tu peux m'appeler comme tu veux,
mon amour, murmura-t-elle. Je suis là. Et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait. Sa maison n'était pas un manoir. Ce n'était même pas Enugu. Son foyer était le lieu de la guérison, où les dessins racontaient des histoires, où le silence n'était pas vide mais empli d'amour attendant d'être compris. Et dans ce foyer redéfini, elle avait non seulement une place, mais un but. C'était un dimanche matin calme lorsque Tob entra dans le jardin où Amarachi et Kampsi dessinaient sous le manguier. Il portait une chemise en lin blanc et tenait à la main une petite boîte en velours. Amarachi leva les yeux, se protégeant les yeux du soleil, et sourit. « Tu t'es levé tôt », le taquina TL. « Je n'ai pas pu dormir », répondit-il. Puis il s'agenouilla sans préambule et ouvrit la boîte. « Je ne te le demande pas parce que je te dois quelque chose. Je ne te le demande pas par gratitude. Je te le demande parce que je t'aime. » Amarachi cligna des yeux, stupéfait. « Tob, continua-t-il, je veux que tu sois mon partenaire. Dans la vie. Amoureux. Élever notre fils. » Kampsi s'est blotti sur ses genoux comme pour conclure l'affaire. Amarachi rit à travers ses larmes. « Notre fils, hein, murmura-t-elle. Tob hocha la tête. Il t'avait déjà choisi. Sous le soleil qui brillait et le doux chant des oiseaux au loin, Amarachi avait dit oui. Ce n'était pas le genre de conte de fées dont elle avait rêvé, c'était mieux. Parce que cette histoire avait des racines. Elle était née de la douleur, des cendres, pour devenir solide et pleine de grâce. Leur mariage fut simple et intime, en présence de la famille, du personnel de la fondation et de quelques enfants dont la vie avait été touchée par l'histoire de Kampsi. Et lorsque Kampsi se tenait devant l'autel, leur tendant leurs alliances avec un sourire fier, la salle entière se leva pour applaudir. Le manoir n'était plus une maison de chagrin. Il était vivant, baigné de musique, de rire et d'art. Et surtout, avec un amour mérité, nourri et pleinement accepté. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir nos dernières vidéos. Et n'oubliez pas de consulter notre site web, newstory.com. À bientôt.